Culture Soccer. L'été de feu du soccer canadien continue de semaine en semaine, de nouveaux rebondissements, de nouvelles situations, de nouvelles compétitions commencent à émerger à droite et à gauche, mais aussi, bien évidemment, toute l'excitation autour du programme de soccer canadien s'enflamme autour de toutes les compétitions qui vont se jouer cette année. Aujourd'hui, à l'animation, comme d'habitude, Adi Raphaël, je suis rejoint par Alex Rupert. Salut Alex, ça va bien? Ça va très bien et toi? Ça va super, ça va super. Ben, écoutez les amis, aujourd'hui, Daniel Cameron n'est pas disponible non plus. Mais par contre, on va prendre le temps de vous parler de plusieurs sujets. Je vais vous donner un peu le programme. On va commencer par parler de l'édition 2021 du championnat canadien. On appelle ça le championnat canadien, mais pour ceux qui nous écoutent, qui sont en Europe, c'est un peu la coupe du Canada, si vous voulez. Donc, c'est un format de coupe, mais qu'on appelle le championnat canadien. Donc, c'est vraiment des matchs à élimination directe jusqu'à arriver à un vainqueur. Donc, le championnat canadien 2021, le format est sorti. On va pouvoir vous en parler en détail. On va parler bien évidemment aussi de l'équipe nationale canadienne en Gold Cup, donc en Coupe d'Or 2021. Le dernier match et ce qui attend cette équipe nationale et quelques nouvelles autour de la compétition. Et à la fin, on va vous présenter les Jeux olympiques de Tokyo 2021 avec notre équipe nationale féminine qui s'apprête à affronter les meilleures équipes dans le monde pour, à ce moment-là, peut-être décrocher une nouvelle médaille qui serait la 3e médaille consécutive pour le programme canadien féminin après les médailles de bronze 2012 et 2016. Donc, voilà le programme aujourd'hui qu'on va vous présenter, Alex Rupert et moi-même, Adi Raphaël. On commence directement par le championnat canadien parce que c'est tout nouveau, c'est tout frais, tout chaud, ça vient tout juste de sortir. Nouveau format, on a commencé à avoir l'habitude avec Canada Soccer qui à chaque année nous sort un format sorti un peu de nulle part. Cette année aussi, on nous sort un nouveau format avec de nouvelles règles qui viennent un peu de part, comme je l'ai dit auparavant. Donc, on va avoir un tour préliminaire en premier qui va débuter le 15 août avec le FC Edmonton qui va jouer contre le Cavalry FC. Je veux juste noter qu'il y a un encouragement pour les matchs régionaux, donc pour un peu limiter les déplacements, limiter les coûts, ainsi de suite au début, dans les premiers tours. Donc, c'est normal qu'on voit les deux clubs de l'Alberta se disputer le premier match. Le 17 août, il y a le match en Ontario avec l'Atlético Ottawa contre l'équipe de Winnipeg avec Valor FC. Juste après, on a le 21 août, il y a 2 matchs. On a les Wanderers d'Halifax, qui sont complètement dans les maritimes, contre l'AS Blainville au Québec. Et le 21 août aussi, et là, un duel en Ontario entre le York United, qui est en Canadian Premier League, et Master FA, qui est aussi un club de l'Ontario, mais qui est le champion de la Ligue semi-professionnelle de l'Ontario. L'AS Blainville, que j'ai mentionné plus tôt, c'est le champion de la PLSQ, la Ligue semi-professionnelle du Québec. Et enfin, le 26 août, le dernier match, c'est le match en Colombie-Britannique entre les deux clubs de Colombie-Britannique, entre le Pacific FC et les Vancouver Whitecaps. Donc voilà, énormément de matchs dans ce tour préliminaire. À noter qu'il y a 3 clubs qui passent directement en quart de finale, le Toronto FC, le CF Montréal et Forge FC. Je vais laisser Alex Rupert vous expliquer pourquoi ces 3 clubs-là ont cette particularité de sauter le tour préliminaire pour passer directement en quart de finale. Alex, explique-nous tout ça sans t'énerver ou bien si tu veux énerve-toi. On va commencer avec le club pour lequel je suis le plus calme et que c'est tout à fait justifié. Mais c'est les champions en titre. Puis je dis en titre parce que c'est eux les derniers à avoir touché au trophée du championnat canadien et de la Coupe des voyageurs qu'ils ont remporté en 2019 en battant le Toronto FC à Toronto et ce qui leur a valu une participation en Ligue des champions. Là où est-ce que j'ai un problème, et je pense qu'il a oublié de les nommer, mais on parle du CF Montréal. Donc, voilà. Ah, c'est vrai, le CF Montréal. À l'époque, il était appelé l'Impact de Montréal. Exact. Même club, différents noms.
C'est bien. Et particularité, en 2020, il n'y avait pas de championnat canadien à cause, tout le monde est au courant avec ce qui s'est passé à travers le monde, la pandémie de la COVID. Donc, Soccer Canada avait décidé comment allait se déterminer la finale du championnat canadien en 2020. Et du côté de la CanPL, ce serait le gagnant des Island Games qui fut Forge FC, qui ont battu HFX Wanderers en finale et ce qui leur a valu un second titre de suite consécutif de la CanPL. Et de l'autre côté, le meilleur club qui aurait performé pendant la série canadienne entre le Toronto FC, le CF Montréal, à l'époque l'Impact de Montréal, et les Whitecaps de Vancouver. Et dans une chaude lutte que, mon Dieu, à Vancouver, je pense que Montréal aurait dû gagner cette lutte. À la toute dernière minute, c'est Toronto FC qui finit au sommet. Et la décision avait été prise que le Toronto FC allait affronter le Forge FC en finale du championnat canadien à une date à déterminer quand ça aurait été possible. Et ça allait décider qui allait représenter le Canada à la Ligue des champions de la CONCACAF en 2021. Mais ce qui est arrivé, il n'y a pas eu de match. Pourquoi? Le calendrier était contingenté. La MLS a sorti son calendrier d'automne. Il n'y avait pas d'espace pour jouer la finale. Le Toronto FC devait retourner aux États-Unis, tandis que le Forge FC était sur la route, a pris ses valises et a visité l'Amérique centrale pour affronter les clubs de ce coin de continent. Donc, ils n'ont jamais eu la chance de s'affronter. Et coup de théâtre, Canada Soccer prend la décision unilatérale de donner la participation à la Ligue des champions de la CONCACAF au Toronto FC, expliquant qu'on ne peut pas jouer la finale, ce n'est pas possible, mais fait la promesse que la finale de la Voyageurs Cup va se jouer en 2021 à Hamilton, dans un stade plein, à une date, personne ne sait, et quel sera le prix. Il ne voulait pas le dire. Plusieurs personnes ont spéculé que ce serait une participation à la Ligue des champions 2022. Donc, le monde était furieux, mais c'est correct. Coup de théâtre, on reçoit l'horaire de la Voyageurs Cup de 2021 pour déterminer la participation à la Ligue des champions de 2022. Et qu'adviendra-t-il de la finale entre Forge FC et le Toronto FC? Il n'en parle tout simplement. Donc, prenez ça comme vous voulez. Je crois qu'il faut lire entre les lignes. Moi, je pense qu'au Canada, on a un énorme problème de gouvernance parce que c'est pas sérieux qu'une fédération comme Soccer Canada, qui est un investisseur ou qui a des intérêts dans la Canadian Premier League et qui décide de se comporter comme ça. Tu mets les règles et tu dis que Forge, en ayant gagné son championnat, mérite une participation à la finale du championnat canadien pour déterminer une place en Ligue des champions et plus rien. Alors, tu viens de faire un cadeau au Toronto FC et c'est pas ce qui m'énerve le plus dans cette histoire-là. Ce qui m'énerve, c'est que les champions en titre, c'est le CF Montréal. C'est eux qui ont été les derniers à avoir remporté la Coupe. C'est eux qui sont les défenseurs en titre officiellement. Et on aurait dû imiter ce qui s'est fait aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, la USSF, la Fédération américaine, a décidé d'envoyer Atlanta United, qui étaient les champions de 2019, et a annulé le US Open Cup de 2020. Donc, Soccer Canada aurait dû faire la même chose. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est Canada Soccer. Ça fait jamais beaucoup de sens, leur décision. Après, écoute, je pense que ils ont sûrement la raison. J'ai comme l'impression que très souvent, Canada Soccer prend des décisions et lance des communiqués un peu trop hâtifs avant même de réfléchir. Et je pense que l'année passée, ils ont fait une erreur de communication en disant que la finale va être jouée. Ils auraient très bien pu dire, écoutez, malheureusement, la finale ne peut pas être jouée à cause des conditions sanitaires.
On va voir ce qui va se passer avec les deux vainqueurs. Voilà, on le donne à Toronto FC parce que c'est la meilleure équipe canadienne et ainsi de suite, whatever. Mais qui prennent et je pense qu'ils doivent commencer à accepter le fait qu'ils sont décideurs et à mettre le point sur la table et dire voilà ce qui se passe. Et on a décidé parce qu'on est comme ça, au lieu de jouer un peu comme ah non, mais nous, on ne voulait pas faire ça, mais on a fait ça parce que c'est comme ça. On a comme l'impression qu'ils sont sur la défensive en prenant leurs décisions, au lieu de mettre le point sur la table et de dire ben voilà notre décision, nous sommes la fédération et on a pris cette décision. Malheureusement, c'est unilatéral et c'est comme ça. Je pense que si jamais les Canada Soccer avaient porté ses culottes, comme on dit au Québec, donc avait pris vraiment une décision ferme en disant voilà ce qui va se passer, on ne serait pas en train de discuter, toi et moi, de ça maintenant. Le problème, c'est qu'on joue avec nous, on joue avec nos sentiments en disant on va aller faire une finale à Hamilton, ça va être un stade plein, puis là maintenant, ni une ni deux, on sort le nouveau calendrier, puis on ne parle plus de la finale, on dit finale, on ne la fait plus parce qu'on a donné un avantage à Forge FC. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Donne depuis le début. On ne sait pas si la finale va se jouer. On va se concentrer plutôt sur l'édition 2021 pour recommencer à nouveau. Et pour la finale, si on a le temps de la jouer, on va la jouer. Si on n'a pas le temps de la jouer, Forge FC aura un avantage. Et je pense que la communication aurait dû être beaucoup plus claire de la part de Canada Soccer. Après, bon, oui, on comprend très bien beaucoup de personnes à travers le Canada se sentent un peu floués par Canada Soccer. En premier, je sais que les supporters de CF Montréal sont les premiers à se sentir floués et à penser que c'était eux qui devaient être en Ligue des Champions cette année au lieu que ce soit le Toronto FC. Je peux comprendre la décision de Canada Soccer, je peux comprendre la frustration des supporters du CF Montréal, je peux comprendre les deux. À un moment donné, je pense que comme je l'ai dit, Canada Soccer doit venir et porter ses culottes et faire comprendre, c'est moi qui décide. Mais il faut qu'il décide en étant juste envers tous les clubs. Et malheureusement, on a cette impression, peut-être parce qu'on est au Québec, peut-être parce qu'on a cette petite préférence pour le CF Montréal, en tout cas moi personnellement. Peut-être que c'est pour ça que je me sens un peu floué de temps en temps. Mais d'un autre côté, je pense aussi que la communication n'est pas assez claire pour que je ne me sente pas floué. Je pense qu'elle doit être un peu plus claire. Et là, ça enlèverait une partie des problèmes. Après, on est des supporters, on est des suiveurs, on est des observateurs. On va toujours avoir quelque chose à redire. On va toujours pas être content. C'est normal. Mais sauf que je pense que la communication aurait enlevé une grande partie du problème. Donc, voilà. D'accord. Donc voilà, après, on va voir ce qui va se passer. Donc, on revient après au quart de finale. On vous a déjà mentionné que Toronto FC est déjà qualifié en quart de finale. Il jouera contre le vainqueur entre York United et Master FA. Donc, comme je vous ai dit, Master FA est le champion de League One Ontario, la ligue semi-professionnelle de l'Ontario. Donc, on reste encore dans un peu cette compétitivité régionale pour aussi pas trop mettre de frais de déplacement et ainsi de suite, encourager un peu les rivalités aussi d'une même province, d'une même région. De l'autre côté, on aura le vainqueur du duel entre Edmonton et Cavalry qui jouera contre le vainqueur entre Pacific FC et les Whitecaps. Finalement, on a Forge FC qui attendra le vainqueur entre Ottawa et Valor. Et Montréal qui attendra, et là c'est énorme, mais il attendra le vainqueur entre les Wanderers et l'AS Blainville. L'AS Blainville, équipe québécoise aussi, championne de PLSQ, ce serait une très, très belle histoire de voir Blainville face au CF Montréal. Mais aussi, ce serait très intéressant de voir les Wanderers face au CF Montréal parce que le contingent québécois au sein des Wanderers est énorme. Donc, c'est comme si c'était deux équipes qui se connaissent, beaucoup d'anciens joueurs de l'académie du CF Montréal qui jouent aux Wanderers. Ça peut être aussi une rivalité assez intéressante de voir un match entre ces deux. Tu regardes un peu ces potentiels quarts de finale, sans nommer qui va passer ou même si jamais quelqu'un passe, est-ce qu'il y a un des quarts de finale qui t'intéresse beaucoup? Ou bien, commençons déjà par le tour préliminaire. Est-ce qu'il y a un des matchs du tour préliminaire qui t'intéresse beaucoup? Et après, quel serait ton quart de finale le plus important? La seule chose que je vais trouver dommage dans le tour préliminaire, c'est qui va recevoir quelle équipe. Et dans ce cas-ci, c'est Pacific FC qui va recevoir les Whitecaps de Vancouver.
Parce que tout le monde qui suit la MLS connaît les déboires des Whitecaps de Vancouver, puis ils sont les mal-aimés de leurs propres supporters, puis on voyait la campagne sur les médias sociaux de fans qui laissaient tomber leurs billets de saison. Ça aurait été intéressant de voir le BC Place au centre-ville de Vancouver en mauve. Parce que, tu sais, Victoria, c'est pas une ville que le monde de la Colombie-Britannique déteste. C'est la capitale sympathique. Tout le monde aime Victoria. Tout le monde adore aller à Victoria. Et je crois que le métro Vancouver a faim, soif d'une nouvelle équipe. Et je crois que les supporters pour le Pacifique auraient été beaucoup plus bruyants qu'on se l'imagine au BC Place, ce qui aurait envoyé un message à bien du monde qui aurait eu besoin de recevoir ce message. Mais je te relance. Toi, qu'est-ce que tu vois dans le tour préliminaire qui attire ton attention? Ben, écoute, je suis très, très, très intéressé par ce match entre les Wanderers et Blainville. Et je l'ai mentionné un peu plus tôt. J'ai eu la chance déjà d'aller à Blainville et de regarder un match contre, dans le temps, c'était York 9 FC, l'édition 2019. Et c'était York 9 qui s'était imposé face à Blainville. J'ai eu cette chance-là d'y aller. C'est magnifique. J'aime beaucoup le terrain là-bas. Ça fait un peu le genre de terrain champêtre qu'on a l'habitude de voir. Petit terrain, pas beaucoup d'estrade. Très sympathique là-bas, de bonne, quand même un bon terrain pour une ligue, pour un club de semi-professionnel. C'est un des plus gros clubs du Québec au niveau semi-professionnel avec le CSM Hérault. C'est les deux plus gros clubs, même si Blainville est même une coche au-dessus, il faut le dire, en termes de facilité et ainsi de suite. Avec un très bon coach, le français, je dis son nom de famille, Macagnon. Bref, très intéressant du côté de Blainville et les Wanderers. Les Wanderers, une équipe qui ne va pas très bien en KPL jusqu'à présent. On en avait parlé la semaine passée, toi et moi, Alex. C'est un match qui m'intéresse au plus haut point. Je pense que c'est intéressant de voir qui va gagner. Et le deuxième match qui m'intéresse, c'est le derby de l'Ontario, de l'Alberta. Je vais l'appeler derby parce que même si ils ne sont pas très loin, Edmonton et Calgary, ce pas des équipes, des villes qui sont très, très loin. Tu peux préciser combien de... 2 heures. 2 heures de voiture, donc c'est vraiment pas loin du tout. En tout cas, à l'échelle du Québec, à l'échelle du Canada. Donc, je suis sûr que si jamais vous êtes en Europe, 2 heures pour vous, ça doit être beaucoup, mais pas ici. C'est vraiment très, très proche, 2 heures. Donc, en Edmonton et Cavalry, oui, le Cavalry est supposé être bien au-dessus. Par contre, quand on arrive à un match à élimination directe, écoute, tout peut se passer. Tout peut se passer. C'est énorme, ça va être tout un match. Ça va être vraiment de gros matchs. Faut pas oublier que si je me trompe pas, c'est un seul match, donc ce sera pas des matchs aller-retour, donc vraiment un match à élimination directe, en tout cas pour ce tour préliminaire. Pour les quarts de finale aussi, ce sera un seul match. Si je me trompe pas, n'est-ce pas, Alex? Ce sera un seul match. Quart de finale, eux, ils nous disent que les dates sont à confirmer parce qu'eux, sur leur diagramme, sur leur schéma, c'est marqué 14 et 22 septembre. Fait que c'est difficile de voir si c'est aller-retour ou si c'est juste... Non, c'est une seule. C'est marqué au début dans le format que tous les affrontements seront sur un seul match. Okay. C'est marqué en haut de page. Donc voilà. Donc, ce sera un seul match aussi pour les quarts de finale. Ça va être très intéressant. Et pour les quarts de finale, très sérieusement, je pense que tous les matchs vont être extrêmement intéressants à voir. Je suis très curieux de voir si Pacific va pouvoir battre les Whitecaps. À ce moment-là, Pacific qui est en feu déjà en CanPL, donc ça peut être intéressant, sachant que les Whitecaps vont très, très mal présentement, même s'ils ont gagné leur dernier match en MLS. Et même s'ils attendent une nouvelle recrue qui est supposée un peu tout casser avec le fameux numéro 10, Ryan Gould, qui devrait signer bientôt aux Whitecaps. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant, je pense, tout le championnat canadien. Je pense que c'est le championnat canadien le plus intéressant qu'on a connu jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Tout à fait. Puis aussi, il faut revenir à la plus grosse région au pays, le Greater Toronto Area, parce qu'en tour préliminaire, le York United qui représente le quartier de North York dans le nord de Toronto et Master Football Academy qui représente l'est de la ville, Scarborough. Donc, c'est un derby de villes, de quartiers contre quartiers. Parce qu'il ne faut pas oublier que
dans sa vision à long terme, la CanPL aimerait bien qu'il y ait plusieurs clubs dans la région immédiate à travers plusieurs divisions. Donc, ils veulent recréer les derbies. Puis ça, c'est plutôt leur approche et on va voir si ça va fonctionner à long terme. Donc, si York United s'impose contre le Masters FA au tour préliminaire, mais on va avoir droit à un match entre le Toronto FC et York United. Puis je pense que c'est important de le souligner parce que, tu sais, j'avais écrit un article sur l'entrée ratée de York 9 en CanPL, puis ils avaient passé complètement inaperçus, que vous pouvez Ça consulter. continue. Oh, ben, faut laisser la chance au coureur. Tu sais, la pandémie n'aide pas du tout, mais je pense que, tu sais, ils ont refait le stade, ils ont enlevé la piste. Je pense que l'expérience au stade va être bien meilleure. La haute direction a changé, le rebranding, ils se sont repositionnés comme une équipe de Toronto. Et je crois que leur grande entrée, ça va être par la porte en avant, au BMO Field, où est-ce que ça va être le centre-ville de Toronto qui va affronter le nord de la ville, le nord contre le sud. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Toronto, c'est pas Ça vrai vaut que pas la peine. Ça vaut pas la peine de connaître Toronto. Non, je blague, bien évidemment, je blague. Mais tu sais, la culture, le sentiment d'appartenance dans les quartiers est très, très, très fort. Donc, c'est faux de penser que toute la ville est pro-Toronto FC. C'est faux de penser que toute la ville adore le centre-ville. Non, c'est vraiment les quartiers en dehors du centre-ville contre le centre-ville. Donc, si York United est capable de s'envelopper du drapeau de North York puis veut porter le quartier North York, qui est presque 850 000 personnes qui habitent North York, et se présenter au centre-ville pour les représenter, soyez pas surpris qu'à la télé, vous voyez le stade, une grosse partie du stade est très bruyante, soit en vert. Je crois qu'il y a beaucoup de membres de North York qui vont prendre le métro, se rendre à BMO Field et supporter le York United. Donc, c'est le début d'un derby local et j'ai très hâte de voir ça parce que au Canada, je pense que c'est presque du jamais vu. Je pense que ça va être une première. Ouais, ça va être intéressant. Je pense que tout va être intéressant. Mais passons à l'autre sujet, si tu me permets, Alex. On a quand même un programme très chargé aujourd'hui. Puis on va essayer pour nos auditeurs de ne pas faire un podcast de 3 heures de temps, là, parce que je pense qu'un par année, c'est suffisant. Donc, on va passer au prochain sujet. Mais en premier, pour clôturer un peu ce segment-là, je trouve que le championnat canadien est très relevé. Ça va être très intéressant. Je pense que si jamais tout se déroule comme il faut, si jamais la COVID nous laisse tranquille, on va avoir un championnat de très, très, très haut niveau. Et puis, le vainqueur de ce championnat canadien-là aura mérité. C'est pas comme avant, où on avait joué un seul match ou 2 matchs pour devenir champion canadien. C'est beaucoup plus compliqué. Le niveau est beaucoup plus élevé. Ça va être difficile pour toutes les équipes, même pour les équipes MLS, parce que les équipes CanPL commencent à rattraper leur retard, même si ça fait 1 an et demi qu'elles n'ont pas joué, ou 1 an ou 6 mois qu'elles n'ont pas joué. Donc voilà, ça va être intéressant, je trouve, surtout qu'au mois d'août, je pense que toutes les machines seront lancées. La CanPL ne pourra pas se dire « Ouais, mais nous, on n'a pas eu de pré-saison, ainsi de suite ». Non, elles auront eu assez de matchs pour pouvoir rattraper un peu le niveau de conditions physiques requis pour jouer ce genre de match-là, n'est-ce pas, Alex? En les faisant jouer aux 3-4 jours, Ben j'espère. voilà, j'espère bien, effectivement. Donc voilà, on passe au prochain segment. Ce segment-là est quand même un segment très, très important. On l'a pas marqué, on n'a pas choisi un peu notre podcast par ordre d'importance. Au contraire, on a choisi le podcast, on est passé par le plus récent au plus ancien, ou bien à peu près, en tout cas. Donc, on va parler un peu de l'équipe nationale canadienne qui a rencontré dernièrement les États-Unis dans le dernier match pour le match de groupe de la Gold Cup. Les 2 équipes étaient déjà qualifiées pour les quarts de finale, donc ça c'était déjà c'est ça, c'était déjà acquis. Et puis le Canada devrait, le vainqueur de ce match-là devenait premier du groupe. Et si jamais il y avait un match nul, c'était le Canada qui aurait été premier grâce à la différence de but qu'ils avaient, qui était meilleure que celle des États-Unis. Malheureusement, défaite pour le Canada sur le score de 1-0. Une défaite quand même assez compliquée vu que les États-Unis ont marqué très, très tôt dans le match. Même avant la minute de jeu, je pense que c'était aux alentours de
de 23 secondes ou quelque chose comme 21 ça. secondes. 21 secondes. Donc voilà, c'était très, très vite. Ce qui a fait en sorte qu'après coup, les États-Unis, au bout de les 25 premières minutes, ont dominé ce match-là. Puis le Canada, après, il y a eu un changement tactique de la part de John Herdman. Et oui, vous avez très, très bien entendu, un changement tactique de la part de John Herdman. C'est pas quelque chose que vous avez écouté très souvent. Qui a fait en sorte que le Canada a pris le contrôle du match. Et à ce moment-là, ça a été de l'attaque-défense. Ça a été le Canada qui a attaqué, qui dominait, qui attaquait, qui a dominé. Et puis, les États-Unis qui ont malheureusement joué extrêmement défensif et encaissé un peu les attaques canadiennes. Finalement, ils ont remporté le match sur 1-0. Le Canada n'a pas su marquer le seul but qui aurait pu leur donner la tête du groupe. Tu as pensé quoi de ce match-là? Commençons en premier, si tu me permets, Alex. On va commencer par le 11 de départ. C'est quand même un gros, gros match. Hein? Canada, États-Unis. Les États-Unis, c'est le grand rival du Canada. C'est un énorme match auquel on a assisté. Oui, on sait que c'est l'équipe B du côté des États-Unis. Vraiment l'équipe B parce qu'il n'y a pas tous les grands noms, les McKennie, les Pulisic, les Adams et j'en passe, les Stephen. Je peux en nommer plusieurs, une dizaine de joueurs, de top joueurs n'étaient pas là. Du côté du Canada aussi, c'était pas l'équipe A parce que c'était, on peut dire, l'équipe A prime. Pas d'Arfield, pas de Hutchinson, pas de Jonathan David, pas d'Alfonso Davies, pas de Milan Borjan. Donc aussi du côté du Canada, il y avait pas les meilleurs joueurs non plus, mais quand même une équipe, je pense, assez équilibrée. Les deux équipes étaient quand même assez équilibrées. On va commencer par le 11 de départ choisi par John Herdman parce qu'il y a beaucoup à dire, surtout des joueurs qui ont été laissés en dehors du 11 de départ. Et j'aimerais t'entendre là-dessus. Donc, Crépeau dans les buts, Maxime Crépeau. On a commencé le match toujours en 3-5-2 ou en 3-4-3, dépendamment de comment vous le voyez. Les trois défenseurs centraux, c'était Alistair Johnston, Steven Victoria, Kamal Miller. En tant que piston, on avait Richie Laryea à droite, toujours Tajon Buchanan à gauche. Au milieu de terrain, changement au complet du milieu de terrain avec Samuel Piette et Liam Fraser. Après, on avait Junior Hurlett qui était derrière les deux attaquants, Ayo Ekinola et Kyle Larin. Tu as pensé quoi de ce 11 de départ? Beaucoup de changements de la part de John Herdman. Qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui ne t'a pas plu? On s'attendait au changement parce qu'on sait qu'on ne voulait pas trop risquer du monde qui était sur les cartons jaunes pour qu'on puisse avoir une équipe à 100% pour les quarts de finale. Donc, la difficulté ici, c'était de savoir qu'est-ce que John Herdman voulait faire avec ce match-là. Est-ce qu'il voulait le gagner ou est-ce qu'il voulait l'utiliser comme préparation pour le tour suivant? J'ai toujours pensé que le schéma 3-5-2, ça ne fonctionnait pas sur des équipes qui étaient trop fortes. Je pense que ça marche quand tu vas jouer contre des équipes des Caraïbes, quand tu joues contre des équipes plus faibles. Je crois que ça marche. Tu peux utiliser ta vitesse, tu peux armer ton équipe avec plus d'effectifs offensifs et de rapidité, mais je pense que contre une équipe contre les États-Unis ou le Mexique, je ne pense pas que ça fonctionne. Puis, Tajon Buchanan, il a pris la responsabilité après le match en disant qu'il s'est comme un peu endormi quand les Américains ont compté leur but dans la 21e seconde. Ce que je n'ai pas aimé de l'alignement, c'est le schéma tactique parce que, comme tu l'as mentionné plus tôt, à la minute que John Herdman, j'en croyais pas mes yeux quand il a fait un ajustement, l'équipe jouait déjà beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise, beaucoup mieux organisée. Tu voyais que le monde savait ce qu'ils avaient à faire puis c'était quoi leur rôle. Puis tu voyais que dans un 3-5-2, c'est comme, oui, on est habitué de jouer comme ça, mais contre les États-Unis, on ne sait pas trop, puis c'est l'incertitude, puis tu voyais l'incertitude. Puis si tu parles des joueurs qui étaient bon, on va passer aux joueurs dans l'alignement. Ce que j'ai pas aimé, Liam Fraser, parce que sérieusement, je comprends pas, je vois pas ce qu'il apporte. Puis je veux pas être trop méchant avec Liam Fraser, mais on a d'autres ressources. Moi, je pense à Baldissimo, qui est un excellent milieu de terrain. Je pense qu'il a démontré des belles choses pendant les qualifications pour les Jeux olympiques, les U23. Je pense que ça aurait été une meilleure option que Liam Fraser. Je peux comprendre que Samuel Piette était là parce que Stephanus Takio était suspendu. Sinon, je n'avais pas trop à me plaindre des joueurs qui étaient sur le terrain, mais j'ai trouvé curieux Ayo Akinola qui soit là.
et pas Tio Corbeanu, parce que je trouve que Tio Corbeanu, même s'il n'a pas joué beaucoup de minutes en première ligue avec les Wolves de Wolverhampton Wolves en première ligue anglaise, mais il s'est quand même entraîné avec le premier club pendant presque une grosse partie de la saison. Il a joué des minutes, il a dû performer dans un environnement de haute qualité éprouvé qui méritait d'être là. Et j'ai trouvé curieux qu'on ne commence pas avec Corbeanu qui te montre un certain swag, une confiance en lui. Puis il n'a pas peur de saisir les gros moments puis de faire même de donner un cours de danse quand il marque. Et j'ai trouvé ça un peu curieux. Et l'autre chose aussi, c'est l'utilisation de Junior Ouellet, parce que je trouve que le faire jouer en retrait en arrière de Kyle Larin, ça le sort pas très bien. C'est un joueur, Junior Ouellet, c'est un joueur qui a été ailier la majorité de sa carrière, qui a compté ses meilleurs buts la majorité de sa carrière en tant qu'ailier. Et je pense qu'on a manqué énormément de passes latérales de qualité. Puis quand tu as des attaquants comme Kyle Larin, puis plus tard dans la partie, Lucas Cavallini qui rentre, et tu n'as pas ces passes qui viennent de l'aile de qualité, puis tu fais jouer Junior Ouellet au milieu du terrain comme ça, mais tu te prives d'opportunités de qualité de marquer, et ça l'a comme un peu mis hors d'état de nuire, si tu veux. Les Américains n'étaient jamais inquiétés, puis je pense que je l'avais dit sur Twitter, les Américains ils ont comme park the bus, parce qu'ils ont dit, oui, les Canadiens sont dangereux, mais de la façon qu'ils sont arrangés, et ce, malgré après leur réarrangement tactique, ils n'étaient pas vraiment inquiétés, fait qu'ils ont encaissé les attaques une après l'autre. Ben, en même temps, on n'avait pas grand-chose, on n'avait pas un gros effectif sur lequel travailler, donc je ne peux pas vraiment me plaindre de ce qui était sur le terrain, mais occasion ratée pour moi, complètement. Ouais, ben écoute, déjà, la gestion des hommes, déjà en premier, juste le fait que Eustáquio a pris un carton jaune exprès pour être suspendu pour ce match-là. Il a pris un carton jaune exprès face à Haïti pour être suspendu pour ce match-là, pour ne pas manquer les quarts de finale. Moi, j'ai comme l'impression que John Herdman pense beaucoup. Et encore une fois, je l'ai vu en conférence de presse, on lui a posé la question, il a dit, bah ouais, ben, on retrouvera les États-Unis en finale. Mais je suis là, doute. Arrête de penser à la finale, genre tu vas jouer en demi-finale. Pour arriver en finale, en demi-finale, tu vas jouer vraisemblablement le Mexique, mais en quart de finale, tu vas jouer soit la Jamaïque, soit le Costa Rica, et c'est pas gagné d'avance. Hein. C'est quand même de grosses nations du côté de la Gold Cup. Faut qu'on arrête de penser qu'on a l'objectif d'atteindre la finale. Il faut qu'on y aille étape par étape, match par match, un peu comme le cliché le dit, parce que malheureusement, le Canada, même si sur papier, on a une très, très bonne équipe, ben, en tant que collectif, on n'a rien prouvé encore. Donc, j'ai comme l'impression qu'on gère encore on commence à gérer l'effectif comme si on était une grande nation de la région, tandis qu'on n'a rien prouvé encore. Et c'est ça le problème que j'ai avec John Herdman. Pour moi, on avait, et je te rejoins quand tu as dit, Alex, que c'était une occasion manquée pour le Canada de battre les États-Unis. Écoutez, on a battu les États-Unis l'année passée sur le score de 2-0. C'était la première fois en 34 ans ou 36 ans, je ne me rappelle plus, en tout cas en 34 et 36 ans. Qu'on battait les États-Unis. Là, ça ne veut pas dire que c'est fini, on est l'égal des États-Unis. Non, hey, les États-Unis sont des années-lumière devant nous, là. Je dis des années-lumière, mais à des années devant nous. Donc, ce qui veut dire que faut y aller étape par étape, peut-être les battre une deuxième fois ou les battre une troisième fois. Et à ce moment-là, on pourra dire, ben, écoutez, on est arrivé au niveau, en tout cas proche du niveau des États-Unis, ce qui n'est pas le cas encore. Donc, se permettre de se priver d'un joueur comme Eustáquio pour ce match-là, de se priver des meilleurs éléments, Marc-Anthony Kaye, même s'il n'a pas été excellent dans le match contre Haïti, c'est lui qui a causé, qui était le responsable d'un but. Contre Haïti, c'est ça, si je ne me trompe pas? Ouais, c'est ça. Donc, c'était lui qui était le responsable. Je comprends, mais ça reste quand même un joueur prouvé. J'aurais aimé voir de nouveau, j'ai bien aimé Hoylett avec Larin devant, ça avait bien marché contre Haïti. Je pense qu'il fallait renouveler l'expérience et gagner ce match contre les États-Unis parce que c'est une occasion rêvée de battre ton rival. Après, bon, on a perdu ce match-là. Oui, on a dominé. Oui, Herdman a fait le bon changement. Il est passé en 4-4-2. Il a eu les couilles de passer en 4-4-2 parce que c'est pas facile
de te dire je vais jouer contre mon rival, je vais passer à l'offensive, sachant que historiquement, on a toujours eu du mal à battre ce rival-là. On a complètement dominé notre adversaire, mais complètement, et ça c'est le gros point positif que je retiens. Après, le gros problème, c'est que les aléas d'un tournoi comme ça, c'est les blessures. Les blessures de Kyle Larin, la blessure de Ayo Akinola. Larin, heureusement, il paraît que c'est juste musculaire et c'était par précaution qu'il a été sorti. Il devrait être disponible pour les quarts de finale. Akinola, c'est fini pour la saison. Donc, Larin, il est sorti du tournoi. Ah oui? OK. Ouais. John Herdman nous avait dit en conférence de presse que c'est musculaire et il devrait être OK pour les quarts de finale. Donc, c'est ce qu'il avait dit. Après, c'était juste après le match. Hein, donc, peut-être que ça a changé depuis. Mais c'est ça que j'avais lu par rapport à Kyle Larin. Maintenant, pour Akinola, c'est sûr, on a eu l'officialisation. Il sera out pas juste pour le tournoi, mais pour toute la saison. Donc, gros coup dur aussi pour Toronto FC qui ne pourra pas utiliser un joueur de la trempe d'Ayo Akinola devant. Donc, ça va être un gros coup dur. Après, pour le Canada, et c'est là où je pense qu'on va directement passer au prochain sujet dont on va parler, c'est ce milieu de terrain-là. Samuel Piette a fait un bon match, je trouve, au milieu de terrain. Liam Fraser, bon, pour moi, c'est un joueur surévalué maintenant. Je pense que Toronto FC, malheureusement, n'a pas pu le développer comme il faut. Il avait un énorme potentiel. Maintenant, à 24 ans, j'ai comme l'impression qu'il ne pourra jamais le réaliser, le potentiel qu'il avait auparavant. J'ai du mal, même si John Herdman a donné beaucoup de mérite aux deux milieux de terrain, Piette et Fraser. Mais je trouve que Fraser est bien en dessous de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant du côté d'équipe Canada. Je pense que des joueurs comme Kay, comme Eustachio sont bien devant. Même Samuel Piette, je pense qu'il est bien devant dans un différent rôle aussi. On n'a pas encore vu ton ami Patton, qui n'a même pas joué quelques minutes. On a vu de bonnes minutes de la part de Tyler Pasher, qui a joué en tant que latéral. C'est quelqu'un que j'aime bien voir en tant qu'ailier, mais il a joué en tant que latéral cette fois-ci. Il a donné de bonnes minutes. Après, le problème, c'est que quel milieu de terrain va jouer lors des quarts de finale? Osorio a fait une très bonne entrée, même si les deux premiers matchs, c'était pas trop ça. Il a fait une très bonne entrée dans ce match-là contre les États-Unis. Est-ce que notre ami John Herdman va récidiver en refaisant confiance au même trio avec Eustachio, Kay et Osorio, ou est-ce qu'il va faire rentrer Piette puis enlever peut-être Kay ou enlever Osorio? Ça va être intéressant. Tu penses quoi de ce milieu de terrain-là? Est-ce que tu es d'accord avec déjà tout ce que j'ai dit par rapport à tous les joueurs, Fraser, Piette et ainsi de suite? Et tu penses quoi? Quelle sera la suite du tournoi pour le milieu de terrain du Canada? Je trouve que Piette, il a été très bon. Piette, il a toujours été excellent dans son rôle comme milieu défensif. Il a enlevé beaucoup de ballons aux Américains. Il a été très solide défensivement pour supporter la défensive. Liam Fraser, comme je l'avais dit plus tôt, puis comme tu l'as dit aussi, je l'ai trouvé Je trouve que sa contribution est très bof, très moyen. Pour ce qui est de Jonathan Osorio, c'est sûr que quand il est arrivé dans le nouveau schéma 4-4-2, ça a été un changement instantané. Il a été très bon dans son rôle au milieu. Par contre, puis ça, c'est quelque chose qui traîne avec lui depuis au Toronto FC, tire. Man, tire. Je ne sais pas combien de fois il jonglait avec le ballon. On était dans la boîte avec les Américains, puis il ne tirait pas. Puis il y a quelque chose qui fait que le Canada, j'ai vu faire dans le dernier tiers contre les États-Unis, puis tu ne peux pas faire ça contre les États-Unis. Tu sais, tu es dans leur boîte, ils sont complètement débordés, puis tu cherches à faire la dernière passe ou le petit jeu parfait ou la petite feinte parfaite pour cadrer le tir parfait. Tu sais, les États-Unis, c'est pas le Suriname, tu sais, c'est pas les îles Caïmans. Si tu as une chance de tirer sur le gardien, tire. Puis je pense que ça aurait été un match, puis surtout quand tu manques un peu de qualité en avant, puis tu es en train de complètement les dominer au milieu de terrain, ben tu dois tirer. Puis on a manqué de ça. Sinon, le milieu de terrain a fait un travail correct. Je pense, est-ce que c'est vraiment notre milieu de terrain était supérieur à ce que les Américains avaient? Euh, je trouve que
Je pense que c'était tactique. Je pense que tactiquement, ça jouait en notre faveur. Je pense que le milieu américain est quand même très bon. Euh, mais quoi dire là-dessus? C'est sûr qu'il nous manque des éléments. Tu parlais de Marc-Anthony Kaye, mais moi, j'ai trouvé que pendant la Gold Cup, j'ai trouvé sa performance il manquait énormément de constance dans sa performance. Puis pour moi, puis tu sais, si tu me parles du milieu de terrain maintenant, puis de quoi ça va avoir l'air vers la fin du tournoi, mais on est pris avec eux autres. Moi, je pense que tu dois faire jouer Harrison Patton, qui était sur un prof, qui était sur le banc à cause qu'il y avait un protocole de COVID, à cause, je pense qu'il y avait eu des cas en Écosse. Je crois que c'est le genre de milieu de terrain qui va t'apporter une certaine qualité. Tu vas jumeler ça avec Stephen Eustáquio et je crois que Jonathan Osorio, malgré ses défauts, s'il connaît un bon match, peut t'apporter quelque chose. Même chose pour Kay. Alors, tu as le choix entre Osorio et Kay. Et moi, je pense que la Gold Cup, il faut voir ça comme une audition. Parce que moi, ce que la Gold Cup m'a montré, c'est que si tu me demandes c'est qui mon milieu partant pour le tour final de la qualification pour la Coupe du Monde, ben, c'est aucun de ces gars-là. Pour moi, c'est Hutchison, c'est Eustáquio, c'est Harfield ou c'est Witherspoon. Aucun des milieux qu'on a présentement, je ne les vois pas comme partants. Je ne les vois juste pas comme partants. Je pense qu'ils se battent pour savoir c'est qui va remplacer qui quand on a trop de matchs, quand on va jouer 3 jours plus tard ou 4 jours plus tard. Mais je pense que c'est un constat pour moi. C'est un bon milieu qui peut rivaliser avec l'équipe B des États-Unis, qui peut battre des bonnes équipes d'Amérique centrale et des Caraïbes, mais c'est pas assez pour se qualifier pour une Coupe du Monde. Wow, grosse déclaration de la part d'Alex Rupert ici. Écoute, je te trouve un peu trop sévère. Je pense que Hutchinson, à 38 ans, oui, même s'il a eu une énorme saison avec Beşiktaş, je pense que c'était aussi surtout parce qu'il a ses marques en Turquie. C'est un joueur qui connaît son club de fond en comble, qui connaît la façon dont le club marche. Ça marche très bien. En équipe nationale, il n'a rien cassé quand il est revenu en équipe nationale. Il n'a pas été si extraordinaire que ça. Donc, je pense que quand on va parler un peu de Coupe du Monde dans quelques mois, je pense plus que Hutchinson fait partie un peu de ce milieu élite. Après, c'est un joueur qui sera très important pour le groupe dans le vestiaire. C'est sûr, son leadership va être très important, son vécu va être très important, son expérience va être très importante. Après, sur le terrain, est-ce qu'il sera un titulaire indiscutable? Non, je ne pense pas. Pour ce qui est d'Arfield, on en a déjà parlé plusieurs fois ici, ça c'est assez admirable. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne doit plus porter les couleurs du Canada parce qu'il a craché sur le maillot en n'acceptant pas d'être appelé. Et en refusant les sélections ou en demandant à John Herdman de ne pas l'appeler parce qu'il a des choses plus importantes à faire. Je suis désolé, moi, je ne veux pas avoir quelqu'un, quel que soit son niveau, je ne veux pas avoir quelqu'un de cette trempe-là pour venir mélanger un peu le groupe. On en a parlé aussi, je suppose, avec toi, avec la fameuse... le fameux débat qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux avec le fait que John Herdman, Gareth Wheeler de One Soccer a dit que Junior Hurley, Scott Arfield pourrait faire partie de l'équipe lors des qualifications pour la Coupe du Monde et qui sera à ce moment-là disponible. C'est juste que maintenant, il est un peu blessé. Puis on a vu Junior Hurley répondre avec une casquette bleue qui veut dire « Ah, bah, ça, c'est un mensonge ». Voilà. Donc, si jamais Scott Arfield, c'est quelqu'un qui n'a pas le respect de ses coéquipiers ou de ses compatriotes, parce que dans ce cas-là, c'est des compatriotes plus que des coéquipiers, je ne vois pas comment il peut avoir une place dans cette équipe nationale-là si jamais tes compatriotes et en fait tes collègues, tes coéquipiers au sein de cette équipe ne te font pas confiance. Donc là, pour moi, Scott Arfield, quel que soit son niveau, il part avec un gros désavantage si jamais il n'est pas supporté à l'intérieur de ce groupe-là. Après, je suis d'accord avec toi, Stephen Eustáquio, tu en parles depuis des années, complètement d'accord avec toi. C'est un joueur au-dessus. Je trouve que Samuel Piette a son mot à dire, surtout face aux grandes équipes, parce que Samuel Piette, le profil défensif de Samuel Piette peut être
très important face aux équipes qui vont beaucoup presser, comme le Mexique, comme les États-Unis avec leur équipe A, même si jamais tu vas jouer au Honduras ou tu vas jouer dans ces endroits extrêmement hostiles, avoir quelqu'un avec le profil de Samuel Piette, ça peut être quelque chose de très intéressant en tant que titulaire quand tu veux jouer avec un numéro 6 qui se met complètement devant la défense. Je pense que c'est quelqu'un de très important. Pas parce que j'aime Piette spécifiquement, je parle de profil. On n'a aucun autre joueur au Canada capable de jouer le même profil que Samuel Piette. Il n'y en a pas. C'est le seul. Personne, même Steven Eustáquio, défensivement, il n'a rien à voir avec Samuel Piette. Défensivement, il n'est pas au même niveau que Samuel Piette. Et on l'a vu dans le match contre les États-Unis. Samuel Piette, défensivement, on va voir le nombre de récupérations qu'il a faites. Steven Eustáquio n'est même pas arrivé à ce niveau-là au côté défensif. Après, offensivement, ce qui est cool avec Eustáquio, c'est qu'il apporte un bon côté défensif, pas aussi bon que Piette. Il apporte un bon côté défensif, mais en plus, il apporte un très bon côté offensif. Et c'est ce mix-là des deux qui est pour moi très important. Mais j'aimerais bien voir une paire Piette Eustáquio au milieu de terrain. Je pense que ça peut faire beaucoup plus de dommages qu'une paire Eustáquio McAnthony Kay, qui pour moi, McAnthony Kay, c'est un joueur qui est très bon, excellent, mais malheureusement qui n'est pas aussi constant. Il peut faire un très, très bon match, 2 très, très, très bons matchs, 3 très, très bons matchs, puis après, il va te faire un match merdique, comme on l'a vu assez souvent avec l'équipe Canada. Donc, il est là le gros dilemme de John Herdman, qui choisir pour le futur. Ça va être très intéressant de voir contre qui on va jouer lors de ces quarts de finale-là pour savoir ce qui va se passer. Mais avant tout, parlons un peu de cette ligne d'attaque. On l'a mentionné un peu plus tôt et finalement, tu avais complètement raison. Kyle Larin ratera complètement le reste de la Gold Cup. Donc, John Herdman a pensé que ça allait être correct. Finalement, non. Ayo Akinola ratera la saison, comme je l'ai dit plus tôt. On n'a plus que Lucas Cavallini qui peut jouer devant. Junior Hurlett peut aussi jouer devant, comme on l'a vu dans ce 3-5-2-là. Petite chose qui est sortie, je ne sais pas si c'est à cause des blessures du Canada, si encore une fois, la CONCACAF est en train d'aider le Canada, parce qu'il faut, qu'on le veuille ou pas, il va falloir un peu se faire à l'évidence que oui, le président de la confédération de la CONCACAF est canadien, donc j'ai comme l'impression que ça nous aide un peu, ça nous donne un peu ce petit avantage-là. Mais il y a une nouvelle règle qui est sortie avec la Gold Cup. Les équipes nationales qui arrivent en quart de finale ont le droit de faire 2 changements au sein de leur équipe, au sein du groupe de la Gold Cup. C'est 2 changements en cas de sérieuses graves, de blessures graves, pardon, ce qui est le cas du Canada. Par contre, ces 2 changements-là, ils peuvent rappeler des joueurs juste à partir du groupe préliminaire qui avait été choisi avant la Gold Cup. Il y a eu un groupe préliminaire de à peu près une cinquantaine de joueurs. Donc, sachant que Akinola et que Larin ne seront plus là, qui tu choisirais comme attaquant qui remplacerait à ce moment-là ces 2 joueurs-là? On sait déjà que Christian Gutierrez a déjà remplacé Alphonso Davies, donc ça c'est déjà fait, donc il ne fera pas partie de ces 2 changements-là. On a le droit à 2 changements supplémentaires. Donc si tu as à choisir 2 joueurs, je vais nommer un peu les joueurs, les attaquants plutôt, qui seraient disponibles pour John Herdman à remplacer Larin et Akinola. Tu as Tesho Akindele d'Orlando City, tu as Theo Bair des Whitecaps de Vancouver. Tu as Charles-Andreas Briem, je pense qu'il maintenant n'a pas de contrat, il n'a pas trouvé de contrat depuis qu'il a quitté Lille en France. On a en tant qu'attaquant Kanija Elva qui joue en 2e division allemande, si je ne me trompe pas, avec Ingolstadt. On a aussi Daniel Jebison, si jamais il accepte de porter les couleurs du Canada, qui est aussi anglais, qui a marqué des buts déjà en première ligue anglaise avec Sheffield United. Peut-être que ce serait un bon moment de le lancer ici. John Herdman avait de très bons mots envers Jebison avant le début du tournoi. Il a dit comme quoi il serait peut-être intéressé à
apprendre à porter les couleurs du Canada. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant de ce point de vue-là. Bien évidemment, on a aussi Jonathan David, il ne faut pas l'oublier, qui peut venir. Après, est-ce qu'on va pouvoir le convaincre, sachant qu'il a toujours cette énorme saison avec Lille? Je doute très fort que ça arrive. On a Jaden Nelson du côté de Toronto FC, qui est quand même un joueur extrêmement intéressant. On a Tosaint Ricketts aussi du Toronto FC, qui est un vétéran, un vieux de la vieille, qui serait capable de venir aider cette équipe nationale-là devant. On peut nommer Jacob Schaffelberg, même si c'est plus un joueur de couloir, mais c'est aussi un joueur qui peut jouer un peu plus devant, un rôle plus offensif, même si ce serait étonnant de le voir remplir les places laissées vacantes par Larin et Akinola. On a Christopher Twardek du côté de Pologne, qui pourrait faire aussi du travail, même si ce n'est pas des attaquants de pointe. Et enfin, on a Jules-Anthony Vilsaint du côté de Royal Antwerp, du côté de la Belgique. Donc, voilà les options en tant qu'attaquant. Après, c'est possible que tu prennes un milieu de terrain, mais on va juste se concentrer sur les attaquants. Qui sont les deux parmi cette liste-là que tu prends? Moi, c'est sûr que je commencerai avec Tesho Akindele. Il connaît une très bonne saison avec son club à Avec Orlando Orlando. City. Ouais. En 13 matchs, 3 buts, 4 passes. Donc, très décent. Je pense qu'il avait l'opportunité de représenter les États-Unis, puis il a choisi le Canada. Donc, je pense qu'il mérite sa chance de revenir. Puis surtout, tu sais, si tu vois un peu le calibre du tournoi, puis si tu dois rencontrer les États-Unis plus tard, je veux dire, le souhait dans les rêves de John Herdman, dans ses souhaits, tu fais face à une équipe MLS que Tesho Akindele connaît plutôt bien, donc il devrait être capable de performer aussi bien. Pour ce qui est de l'autre attaquant que je pourrais nommer, premièrement, la question, c'est est-ce qu'en 7 jours, tu peux avoir un Européen venir aux États-Unis, puis je ne sais pas c'est quoi les règles pour passer la frontière, puis être je pense qu'il n'y a pas de quarantaine aux États-Unis, je pense plus que c'est plus réaliste de penser qu'il prendrait quelqu'un de ce côté-ci de l'océan. Jefferson, il est avec son club à Sheffield. David est avec Lille. Bremen n'a pas de club. Elva, la saison en Bundesliga 2 va commencer très, très bientôt. Fait que je pense qu'il essaie de prouver qu'il mérite de jouer à ce niveau pour essayer d'impressionner pour peut-être monter en Bundesliga un jour. Vilsaint qui mérite ça, qui maintenant, il a été retenu sur le premier club à Royal Antwerp en Belgique. Donc, je pense que ce n'est pas le moment pour lui de partir et risquer une blessure. Poiret qui peut jouer comme milieu de terrain, ce serait intéressant parce que je pense qu'on a besoin de quelqu'un qui peut jouer au milieu aussi. Et en Pologne, au début, il lui donnait beaucoup de temps de jeu, mais après, il a commencé à être souvent sur le banc, puis on commençait à le faire jouer un peu à la défense ou comme ailier droit. Donc, Poiret, c'est un milieu naturel. Il t'amène quand même une certaine qualité, puis on l'avait quand même retenu pour les qualifications des Jeux olympiques. Donc, je pense que lui, ce serait un profil intéressant. Je ne pense pas que son club s'obstine à vraiment vouloir le garder à ce point-là. Moi, ce serait Twardek, qui peut presque jouer partout, puis Tayshaun Akindele pour moi. Tesho Akindele. Écoute, je ne suis pas fan de Tesho Akindele. Tu me dis qu'il est en bonne forme du côté d'Orlando, mais écoute, regarde qui il a autour à Orlando. Il a Nani, il a Chris Muller, il a Mauricio Pereira, il a un système de jeu avec Carlos Pereira qui est très, très adapté à cette équipe. Ils ont des consignes très précises et très strictes. Je pense c'est un joueur qui a longtemps été sélectionné par le Canada, puis c'est jamais un joueur qui m'a vraiment beaucoup impressionné. Ce serait possible, par contre, parce que c'est quelqu'un qui va rentrer, il va directement rentrer dans le moule parce qu'il connaît un peu c'est quoi le Canada, il connaît déjà c'est quoi l'équipe nationale, il n'y aura pas cette nouveauté-là. Moi, je tenterais vraiment de relancer Daniel Jebison et lui dire, écoute, si jamais tu viens, tu es titulaire. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait aussi le convaincre à devenir à 100% canadien? C'est quelque chose qui peut être très intéressant pour lui, pour une éventuelle
Coupe du Monde, que ce soit en 2026 ou même en 2022, si jamais on est possible, on aurait quand même une armada offensive extraordinaire avec Jebison. Si jamais tu ajoutes le retour de Laren, le retour d'Akinola à un moment donné, le retour de Jonathan David, et si tu as Jebison en plus, ça peut faire des flamèches, ça va être extraordinaire. Je tenterai cette chance-là, même si je doute que ce qu'il accepte. Mais si jamais j'ai à choisir parmi les joueurs les plus probables, j'aimerais pas choisir Akindele. J'irai pour l'expérience de Tosin Ricketts. Je sais qu'il est blessé, en tout cas qu'il était blessé. Je ne sais pas s'il est encore de nouveau à 100%. Je pense qu'il est, d'après ce que j'ai lu, il est de retour maintenant du côté de Toronto. Mais Ricketts, ce serait quelqu'un que j'aimerais bien parce que c'est un vétéran, c'est quelqu'un qui a marqué déjà beaucoup de buts du côté du Canada, qui fait partie des 5 meilleurs marqueurs de l'histoire du Canada. Il a 31-32 ans. Aussi, c'est quelqu'un qui ne va pas prendre beaucoup de temps avant de rentrer dans le moule de l'équipe nationale. Et la deuxième personne, ben, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est très jeune et je trouve qu'il a un énorme potentiel et c'est Jayden Lanson. J'aimerais beaucoup le voir à Jayden Lanson en attaque et lui donner des minutes, lui donner des responsabilités. Je pense aussi que Gino Hurlett peut jouer ce rôle de deuxième attaquant dans ce 3-5-2. Donc, si tu mets Ricketts et Hurlett, ça peut être intéressant. Ou même, tu peux mettre Corbeanu, ou tu peux mettre Corbeanu avec Ricketts, Corbeanu avec Hurlett aussi, ça peut marcher, ça peut être très remuant, ça peut être très intéressant. Donc, je pense pas qu'on a besoin d'avoir des titulaires en force. Même si Jefferson, ce serait le top du top, ce serait la crème de la crème. Est-ce que c'est possible que John Herdman fasse comprendre à Lille que le retour de Jonathan David est très important pour le Canada et pour gagner une coupe continentale? C'est possible, je doute très très fort, mais c'est possible. C'est sûr que si jamais j'ai un choix maintenant, c'est David et Jefferson. C'est vraiment le choix que je prends. Après, je pense que ça va être presque impossible de les avoir, ces deux-là. Mais dans le cas échéant, je prendrai Ricketts et je prendrai Nelson. Je pense que c'est un à l'expérience, l'autre à la jeunesse. Ça peut être intéressant pour les deux. Et voilà, et je continuerai peut-être avec un Hurlett Corbeanu devant en tant que titulaire en attendant. Après, c'est sûr que la blessure de Laren, plus que celle d'Akinola, mais je pense que la blessure de Laren est un très, très, très gros coup aux chances du Canada pour la suite des choses. Donc voilà pour ce qui est de l'attaque. Je ne sais pas pour toi si tu as eu le temps de lire le comité de Soccer Canada, mais il donnait j'avais comme l'impression qu'il y avait beaucoup de détails sur la blessure à Akinola, mais pas autant pour Larin. Moi, je pense que Besiktas a une main là-dedans, puis Besiktas a fait wow, 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 wow. Ben, ils se préparent pour une Ligue des Champions, eux autres. Ils vont jouer la qualification pour la Ligue des Champions, puis c'est pas impossible que Besiktas fait OK, stop, renvoyez-nous Larin, puis on va le traiter. Puis, parce que comme tu disais, Herman avait dit que c'était plutôt musculaire, mais je pense que Besiktas, ils ont sûrement dû. Ben écoute, Besiktas n'a pas le droit d'enlever Larin de l'effectif. Ils n'ont pas le droit. C'est une compétition FIFA. Si c'est l'équipe nationale qui a priorité. Oui. Donc, il n'y a aucune. Après, c'est possible qu'il y ait aussi beaucoup. Il y a un jeu de politique derrière tout ça. Okay? Il y a un gros jeu politique. C'est possible que les relations entre Herdman et les clubs sont importantes et c'est normal. Il ne faut pas oublier que, comme tu l'as dit, Larin doit disputer la Ligue des Champions. C'est important. Mais aussi, il faut que c'est dans l'intérêt de Herdman que Larin soit performant cette année avec Besiktas pour qu'en plus, il puisse performer lors des qualifications de la Coupe du Monde. Donc, il y a une entente politique derrière tout ça. Est-ce que c'est possible que ce soit effectivement une discussion entre Besiktas et Équipe Canada qui a fait en sorte de dire, tu sais quoi, on ne va pas le risquer, on va le renvoyer à la maison, puis on va essayer de le remplacer. C'est une possibilité. Après, Besiktas, officiellement, légalement, n'a pas le droit, n'a pas son mot à dire sur la présence ou non de Larin en compétition internationale. Ils n'ont pas leur mot à dire. Donc voilà, c'est très important de le préciser, mais comme je l'ai dit, je pense que ça peut être un jeu politique. Je suis complètement d'accord avec toi. On verra en tout cas ce qui va se passer dans les prochains jours. Le Canada a jusqu'à, je pense, 24 heures avant son quart de finale pour donner une liste finale et des remplaçants. Donc le prochain match de la part d'équipe Canada, ben, ça va se jouer les quarts de finale. Ça va se jouer le 25 juillet. Donc, le 25 juillet qui est le dimanche. Donc, ça veut dire le samedi, on devrait savoir au plus tard qui sont les deux joueurs qui remplacent Akinola et Larin. L'adversaire en face, ce sera le gagnant
entre le match d'aujourd'hui qui se joue entre le Costa Rica et la Jamaïque. Le premier du groupe jouera contre le Canada. Jusqu'à présent, le Costa Rica a l'avantage parce que le Costa Rica ils ont la même différence de buts. Par contre, le Costa Rica a marqué plus de buts que la Jamaïque. Le Costa Rica a marqué 5 buts alors que la Jamaïque en a marqué juste 4. Donc, voilà pourquoi le Costa Rica est devant. Donc, en cas de match nul entre Costa Rica et la Jamaïque, c'est le Costa Rica qui sera l'adversaire d'équipe Canada. Gros match. Et si ce n'est pas le cas, la Jamaïque n'est pas une petite équipe non plus, avec de très, très bons joueurs aussi. Donc, ça va être intéressant, Je sais pas si tu sais que le match entre le Costa Rica et la Jamaïque se joue présentement. Je ne sais pas si tu as le résultat en date d'aujourd'hui, Alex. Je pense qu'ils sont encore à 0-0. Ils sont aux alentours je pense, de la mi-temps maintenant, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. C'est assez intéressant de ce point de vue-là de suivre la suite de tout ça. Je sais qu'ils ont dû arrêter le match à cause de problèmes de météo. Je ne sais pas s'il a repris encore, mais voilà, on attend impatiemment ce résultat-là pour savoir qui sera le prochain adversaire. J'ai toujours pas de détails, ça dit encore 0-0. Okay. Mais pendant qu'on regarde, tu penses, tu joues 3-5-2 contre eux ou tu joues 4-4-2? Ça va dépendre des joueurs qu'on tu vas recruter, que tu vas remplacer. Si jamais tu avais Larin et tu avais Akinola encore, moi, je serais resté avec le 3-5-2. Pour moi, c'est très important d'avoir un système tactique référence. Et après, en cours de match, tu changes. Comme a fait Herdman, il a quand même très bien réagi. Il faut souligner sa bravoure. Il a réagi pour changer en 4-4-2 dès qu'il a eu l'occasion et ça a marché contre les États-Unis. Malheureusement, la finition n'était pas là. Mais je pense que le 3-5-2 devrait être la base de toute chose. Et j'ai bien aimé parce qu'on a les bons joueurs pour jouer en 3-5-2. On a un TJ Buchanan quand il joue en piston, c'est très intéressant. Alistair Johnston quand il joue en piston, c'est aussi très intéressant. Ou même Richie Larias, si jamais un de ces jours il retrouve son niveau, ce qui n'est pas le cas maintenant, ça peut être aussi très intéressant en tant que piston. Donc, côté des pistons, ça marche très bien. Côté de l'attaque, ça marche très bien. C'est juste au milieu où ça a encore un peu de problème à cliquer, mais ça va arriver à un moment donné. J'aime mieux que Vitoria en défense à 4 qu'en défense à 5. Personnellement, je le trouve meilleur en défense à 4. Kamal Miller est meilleur en défense à 5. Donc, tu as des plus ou des moins des deux côtés. Donc, je pense que je donnerais encore une chance au 3-5-2 parce que c'est le système qu'on est en train de jouer depuis maintenant 3-4 matchs. Puis, je pense qu'il faut garder une certaine stabilité à ce niveau. C'est fait intéressant. La Jamaïque et le Costa Rica, ils ont puni le Suriname sur les ailes. Fait que c'est juste pour ça que je me demandais si à 4-4-2, ce serait peut-être pas plus sage parce que la force d'Alistair Johnston, c'est au poste de latéral droit. Puis à gauche, on a Kamal Miller qu'on peut jouer à gauche et garder Victoria et Henry au milieu. Ouais, le problème, c'est que tu parles des ailes. Le 3-5-2, pour moi, n'est pas du tout un problème et je pense pas qu'il y a beaucoup de faiblesses sur les ailes du côté du Canada. Et je vais m'expliquer pourquoi. Kamal Miller est excellent en tant que défenseur central gauche et même si jamais il y a des boulevards derrière TJ Buchanan, il est amplement capable, et je le vois du côté du CF Montréal, il est amplement capable de jouer, vu qu'il a déjà joué en tant que latéral gauche, il est amplement capable de jouer son rôle de défenseur central gauche, mais aussi un rôle de latéral gauche défensif en attendant le repli défensif du piston. Donc de ce côté, il n'y a pas de problème. Et du côté droit, c'est la même chose. On est en train de jouer avec Alistair Johnston en tant que défenseur central droit. C'est un latéral droit de métier. Il est très capable de jouer aussi et d'attendre le repli défensif de Richie Larea ou qui que ce soit le joueur qui va jouer de ce côté-là. Donc, j'ai pas trop de problème avec l'espace derrière les pistons parce qu'on a des joueurs qui sont capables de venir compenser un peu ces largesses-là. Donc, j'ai pas ce peur-là. Par contre, je pense que si jamais tu vas jouer en 3-5-2 contre la Costa Rica et la Jamaïque, et c'est là où tu vas pas être d'accord avec moi, je pense que c'est primordial que Samuel Piette soit sur le terrain parce que si jamais tu es en train d'avoir ces deux défenseurs centraux droit et gauche, vraiment essayer de
de colmater les brèches et un peu de couvrir un peu les largesses de Larea et Buchanan. Il va falloir que tu aies du renfort en défense, au côté central de la défense. Et je pense que Samuel Piette pourra remplir ce rôle un peu défensif et aider Steven Vitória au cas où Steven Vitória qui ne se retrouve pas avec 2 joueurs au milieu de terrain. Samuel Piette peut remplir ce rôle-là à la perfection avec son profil extrêmement défensif. Donc voilà un peu la leçon tactique que moi j'ai trouvée. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ben, je vais te surprendre, je suis d'accord que Samuel Piette devrait être Wow! là. Non, mais c'est parce que tu l'as vu contre les États-Unis, mais je pense que Eustachio, il peut tout faire. Fait que, au Oui, moins, tu peux dire à Eustachio, OK, c'est toi qui vas être au milieu, c'est toi qui vas diriger le milieu de terrain, mais est-ce que tu fais jouer Osorio avec Eustachio puis Piette ou Kay? Ou tu essayes Patton? Moi, j'aurais tendance à essayer Patton pour non, la qualité que j'ai vue en Écosse. j'irai avec. Écoute, j'ai besoin. Je pense qu'avec Piet, qui est là, on va donner à Eustachio un peu plus de responsabilité offensive, un peu moins de responsabilité défensive. Et je pense que tu as besoin d'un profil offensif à côté. Parce que le but pour faire douter la Jamaïque et le Costa Rica, c'est leur mettre de la pression sur leur défense et sur leur milieu défensif. Et en mettant de la pression, tu as besoin d'ajouter ce poids offensif au milieu de terrain. Donc, j'irai avec un milieu offensif pur et dur qui est Jonathan Osorio pour moi. Osorio pour moi, ou bien si jamais tu veux. Le problème, c'est que si jamais tu mets Hoylett à ce niveau-là, Hoylett ne va pas te faire de repli défensif, tandis qu'Osorio va t'en faire un peu. Donc, moi, je mettrais Osorio parce qu'on n'a pas. Le joueur parfait aurait été Scott Arfield si jamais il n'avait pas craché sur le Canada. Ça aurait été vraiment le joueur parfait. Malheureusement, il n'est plus là. Il ne fait plus partie de cet effectif-là. Donc, tu dois prendre, comme on dit en anglais, the next best thing, le joueur adéquat derrière. Ça aurait pu être Wotherspoon s'il jamais il était là. Malheureusement, il n'est pas là. Donc, c'est maintenant Jonathan Osorio, qui a fait, comme je l'ai dit, une très bonne rentrée lors du dernier match, même s'il a été so-so dans les 2 premiers matchs. Donc, voilà, ce serait pour moi Osorio. Tu es d'accord ou tu sais plus pour Patton, toi? Moi, Patton, je ne le connais pas. Donc, j'ai du mal à pouvoir le juger. Je ne peux pas dire ce que j'en pense. Il ne faut pas oublier aussi qu'il n'a aucune sélection encore. Est-ce que tu as envie de le mettre en quart de finale de la Gold Cup et refaire une tentative Marcus Codinho? Moi, pas vraiment. La qualité est là. Bah, il a un peu le même profil que Scott Arfield, qui va manquer de salive si tu continues à dire qu'il crache sur le maillot du Canada. Mais Harry Écoute, c'est les Patton, rumeurs. Hein? C'est les rumeurs non, qui je sont en sais, train d'être dites. Donc, voilà. je blague, mais Harry Patton, excellente saison. Puis c'est pas juste une. Puis je sais, on peut dire ce qu'on veut de l'Écosse. Puis d'accord, Ross County, c'est un club de milieu de table en Écosse. D'accord. Mais Harry Patton, c'est quelqu'un qui a gagné joueur par excellence pour son équipe. Il a été sur le meilleur 11 de la Scottish Premier League. Puis, il a donné des performances de qualité, non seulement contre des clubs de première, les autres clubs en Écosse, mais contre le Celtic, Rangers. Celtic. Moi, on me dit tout le temps Celtic en anglais. Non, c'est Celtic. C'est Celtic en français. Ouais, vas-y. Les Rangers aussi, ouais. Ouais, parce que je disais Celtic, puis on m'a corrigé ici à Toronto. On m'a dit non, c'est Celtic. Je fais OK, excusez-moi, monsieur. Fait qu'il a eu d'excellentes prestations contre ces deux clubs renommés, puis il a ouvert des yeux. Je pense qu'il y a un bel avenir, Patton. Tu as raison, est-ce que tu veux risquer quelqu'un qui n'a jamais joué avec l'équipe canadienne? Ça, c'est tout à fait valable. Est-ce qu'il amènerait une qualité? Oui, ouais, j'en doute pas. Après, on verra. On verra quels seront les choix de John Herdman. Ça va être très intéressant de ce point de vue-là. Encore quelque chose d'intéressant à suivre du côté du Canada. Et enfin, on va passer au prochain segment. Je pense un segment extrêmement important. Les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Ça s'appelle encore comme ça, même si c'est Tokyo 2021. Ça commence, ce soir, il est 9h maintenant le soir. On est le mardi 20 juillet. Demain matin, heure du Québec, à 6h30 le matin, heure du Québec. Donc, pour nos auditeurs français, à 12h30, heure française, le Canada entame son tournoi olympique. Oui, vous allez me dire, oui, les Jeux olympiques n'ont pas commencé. Oui, la cérémonie d'ouverture est le vendredi. Par contre, historiquement, le tournoi de foot, le tournoi de soccer commence avant la cérémonie d'ouverture. Donc, c'est demain que les premiers matchs vont se disputer. Le Canada rencontre
aussi simple que ça, le pays hôte, le Japon, chez eux, à Tokyo. Ça va être quelque chose de fou furieux, ce match-là. Je vous conseille très fortement de regarder ce match-là entre l'équipe nationale féminine canadienne et l'équipe nationale féminine japonaise. Très intéressant de voir le Canada dans ce groupe-là, n'est-ce pas, Alex? Oui, ça va être un groupe quand même relevé. Bah non, très relevé. Je pourrais même. Est-ce que j'ai le droit de dire que c'est le groupe de la mort ou... Ben, c'est un des groupes les plus compliqués, je pense, parmi les trois groupes du côté des Jeux Olympiques. Je suis complètement d'accord avec toi parce que si tu regardes un peu le groupe F, ben, il faut comprendre que les trois groupes, c'est le groupe E, groupe F, groupe G. En fait, non, tous les groupes sont difficiles. Je pense pas qu'il y a vraiment le groupe de la mort. Il y a toujours trois équipes bien au-dessus, puis une équipe un peu moins bonne. Mais n'empêche, je pense que dans chacun des groupes, il y a trois équipes de très, très haut niveau. Donc, ça va être intéressant. Ça va être intéressant, mais le Canada a un groupe très relevé, comme tu l'as dit. Oui, ben, la Grande-Bretagne, qui est sixième mondiale. Vous avez le Japon, qui est dixième meilleur au monde, et le Chili, qui est 37e, mais on a vu que l'Argentine, qui est classée assez basse, mais vous voyez qu'en Amérique du Sud, ils commencent à rattraper. Ils commencent à se mettre au diapason de ce qui se fait ailleurs dans le monde. Ils commencent à développer leur propre ligue. Justement, fait intéressant, je passais à travers l'alignement des équipes. Et non, il y a du foot qui se joue là-bas, ils ont leur propre ligue et il faut pas les sous-estimer. Il y a beaucoup de joueurs du Chili qui proviennent de leur ligue domestique pour les femmes là-bas. Donc, et quelques-unes qui jouent en Espagne en ce moment. Je compte quatre joueuses en Espagne, deux en France et la balance de l'équipe qui joue au Chili. Donc, il faut pas. Tu sais, le rang mondial, ça peut être trompeur, puis on l'a vu avec l'Argentine, puis elle commence à se rattraper, donc ça va être un groupe relevé. Moi, je m'attends à rien de moins qu'on sorte du groupe, puis qu'on aille en ronde éliminatoire, puis ultimement qu'on change la couleur de la médaille. Ben, c'est l'objectif de Bev Priestman, changer la couleur de la médaille. Donc, ça fait 2 médailles de bronze consécutives, 2012-2016. Là, on est en 2020, 2021. Le Canada veut avoir soit la médaille de bronze, soit la médaille d'argent, soit la médaille d'or. Ça va être très, très compliqué parce qu'on a des équipes très, très fortes, comme tu l'as dit. Le Japon, le pays hôte, très, 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 très intéressant. Tu as mentionné son classement FIFA. Le Chili, on va en parler. Non seulement, comme tu l'as dit, il faut faire attention à ces équipes un peu plus faibles sur papier, mais si tu regardes un peu au sein du Chili, Christian Handler, la gardienne de but du côté de Chili, qui est la gardienne de but de l'Olympique Lyonnais, le club le plus fort de la planète maintenant, l'Olympique Lyonnais, aussi simple que ça, du côté féminin. L'Olympique Lyonnais qui a gagné pas cette année la Ligue des Champions, mais les 3 Ligues des Champions précédentes, si je ne me trompe pas. C'est vraiment la référence. Christian Handler est tout bonnement la meilleure gardienne du monde présentement. Si ce n'est pas la meilleure gardienne, elle est dans le top 3. Mais pour beaucoup de personnes, c'est la meilleure gardienne du monde. Donc, du côté du Chili, ça va être très compétitif avec une gardienne de très, très, très haut niveau. Il y a quelques joueuses aussi de talent qui jouent du côté de la première division espagnole. On pense à Saez, à Toro, à Aedo. Ça va être des joueuses intéressantes. Donc, il ne faut pas prendre le Chili à la légère. Tu as parlé de la Grande-Bretagne. Tu as dit 6e mondial. En fait, c'est l'Angleterre qui est 6e mondial. La Grande-Bretagne, non seulement elle prend en compte les équipes, les joueuses anglaises, mais en plus, vu que c'est la Grande-Bretagne, aux Jeux Olympiques, c'est toujours la Grande-Bretagne, ils peuvent prendre aussi les meilleures joueuses du Pays de Galles et de l'Écosse et aussi de l'Irlande du Nord. Ben, dans ce cas-là, la sélectionneuse norvégienne Hege Riise a choisi deux joueuses écossaises, une joueuse galloise et le reste, c'est des joueuses anglaises. Les joueuses anglaises jouent toutes du côté de la WSL, donc la première ligue anglaise, qui au fur et à mesure commence à atteindre de nouveaux sommets et à s'améliorer énormément et à compétitionner à de très très haut niveau. On a ces joueuses très intéressantes du côté de l'Angleterre. Pour moi, au top de la liste, j'aimerais nommer bien évidemment Lucy Bronze, la latérale droit du côté de Manchester City,
qui est toute une joueuse extraordinaire, qui peut faire tout, offensivement, défensivement. C'est vraiment du haut niveau. Il y a tout pour bien faire du côté de la Grande-Bretagne. Et enfin, on a parlé du Japon. Non seulement c'est l'équipe haute, mais aussi, il y a aussi beaucoup de talent au sein de cette équipe-là, au sein de cette sélection-là. On a des joueuses, par exemple, qui sont en train de jouer du côté du Bayern de Munich, par exemple. On a des joueuses qui jouent du côté de l'AC Milan, ou bien des joueuses du championnat suédois qui aussi à un très, très haut niveau avec l'AIK, avec Linköping, quand on parle de Momiki ou bien Hayashi. Donc, il y a des joueuses de talent dans toutes ces équipes-là. Du côté du Canada, par contre, le Canada a prouvé beaucoup de choses dernièrement. Il y a beaucoup de personnes qui avaient de mauvais mots pour le Canada depuis avec Kenneth Heiner-Moller. On s'entend qu'avec Kenneth Heiner-Moller, c'était très difficile. Depuis la prise de fonction de Bev Priestman en octobre, le Canada a pu jouer plusieurs matchs et n'a jamais vraiment déçu. Il y a eu la She Believes Cup où ça a été un peu compliqué, mais on sentait que Bev Priestman était en train de mettre quelque chose en place, de commencer un peu son projet Bev Priestman. Oui, 2 défaites en She Believes Cup, une défaite contre les États-Unis sur le score de 1-0 seulement, une autre défaite contre le Brésil sur le score de 2-0, une victoire vraiment à l'arraché face à l'Argentine sur 1-0, comme tu l'as mentionné plus tôt, Alex. Par contre, il y a eu des matchs amicaux après. Il y a eu 5 matchs amicaux et contre de grandes équipes. Donc, la première équipe, ce n'était pas une grande équipe, c'était le Pays des Galles, qui est quand même une petite équipe à l'échelle du niveau du foot féminin. Victoire de 3-0 du Canada, donc avec la manière, battre une équipe européenne en Europe aussi. Ça se jouait au Pays de Galles, à Cardiff. Donc, c'est quand même un bon score, le 3-0. Mais le plus intéressant, c'est que le Canada a réussi à aller à Stoke-on-Trent, du côté de l'Angleterre et à battre l'Angleterre chez elle sur le score de 2-0. Un match très intéressant avec un but, bien évidemment, de la Québécoise Evelyne Vian qui a été très opportuniste dès la 3e minute de jeu. Et après, il y a eu d'autres matchs amicaux qui sont venus. Le Canada a fait match nul 0-0 contre la République tchèque. Un match très compliqué. La République tchèque qui est une équipe qui est vraiment sur la phase ascendante, qui commence à se développer. Ça a été difficile pour le Canada qui a eu du mal à trouver le fond des filets. Un nouveau match contre l'équipe brésilienne qui les avait battus en She Believes Cup sur le 2-0. Le Canada a fait 0-0 et je pense que le Canada était la meilleure équipe. J'ai vu ce match-là et le Canada était la meilleure équipe sur ce match-là. Et après coup, il y a quelques jours seulement, il y a 6 jours seulement, le Canada a joué un match à huis clos, complètement sans aucune caméra ni rien du tout. On a su juste le résultat final. Un match entre le Canada et les Pays-Bas. Les Pays-Bas, juste pour mettre au courant, c'est une des équipes les plus fortes actuellement du côté du soccer féminin mondial. Si ce n'est, je pense, du côté de l'Europe, peut-être l'équipe la plus forte, selon moi. Le Canada a réussi à faire un match nul de 3-3 avec 2 buts de Janine Daki et 1 but de Nichelle Prince, alors que de l'autre côté, on a eu, du côté des Pays-Bas, un but de Midima, qui est la joueuse d'Arsenal, qui est extraordinaire, toute une numéro 9. Je vous conseille d'aller voir ce qu'elle est capable de faire, c'est magnifique. C'est encourageant du côté du Canada de pouvoir faire un match nul et de marquer 3 buts face aux Pays-Bas. C'est très, très encourageant, je pense, pour l'équipe Canada. Donc, voilà. On a comme l'impression qu'il y a un peu ce vent de renouveau du côté du Canada sous Bev Priestman. Est-ce qu'on va pouvoir le voir aux Jeux Olympiques ou non? C'est ça qui sera la grande question. Alex, je suppose que tu seras réveillé demain à 6h30 le matin pour commencer à regarder ce match-là? 3 cafés plus tard, oui. C'est sûr que je vais vouloir regarder ce match avec beaucoup d'intérêt. J'ai toujours trouvé que le Canada était trop talentueuse pour les résultats collectifs qu'on recevait. Euh, il y avait trop de talent dans cette équipe-là, avec la longueur d'avance qu'on avait, puis John Herdman qui avait refait un peu le chemin vers l'équipe nationale, puis ça avait de l'air d'avoir du sens, il y avait de la cohérence, on était capable d'identifier les bonnes joueuses assez tôt pour les former puis les accompagner dans l'équipe nationale. Je pense que c'était juste après le départ de Herdman, je ne veux pas massacrer son nom. Huitema, juste appelle-la Huitema. C'est Haitema, je pense, en anglais, mais c'est Huitema aussi. Là. Non, Muller, le coach. Ah, le coach Kenneth avant. Heiner-Muller. Kenneth Ouais. Heiner-Muller. Je pense que c'était juste très conservateur, puis je pense que c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Il utilisait mal son effectif, puis je pense que Bev Priestman
Elle a assez expérimenté, puis elle a vu ce qui marche, elle a vu ce qui marche pas, puis avec les résultats que tu as apportés. Puis, il faut pas oublier, puis ça, je suis souvent sur les médias sociaux pour voir tu sais, voir les impressions des fans américains, puis des journalistes américains. Ils sont tous d'accord. Le match contre le Canada, c'était un des matchs les plus difficiles que les Américaines avaient eu depuis très, très, très longtemps. Puis je pense qu'on a inculqué une méchante dose de respect envers les Américaines. Puis je pense que elles vont, je pense qu'on a, on a comme, je pense qu'on va se faire attendre de pied ferme aux Jeux Olympiques. Ouais, je pense qu'on a laissé nos marques aussi. Je pense que toutes les équipes maintenant regardent le Canada avec un autre œil. Après, ça a toujours été le cas. Hein. Le Canada a toujours été une des forces mondiales. Comme on l'a dit, ils ont perdu un peu de leur superbe, mais ça a l'air que Bev Priestman a trouvé le groupe qu'il faut pour ramener le Canada au premier plan. Après, il reste à confirmer. C'est très bien ces matchs amicaux-là. C'est très bien de voir la progression du Canada à partir de ces matchs amicaux-là. Après, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, comme on dit. Donc, cette édition des Jeux Olympiques est très importante pour le Canada pour dire qu'on est encore là, on est encore au sommet du foot mondial féminin. Et ce sera important aussi le cycle qui vient après, parce qu'après, on a la Coupe du Monde qui sera là en 2023, qui arrive bientôt, donc pas l'année prochaine, mais celle d'après. Donc, la préparation de la Coupe du Monde qui va être très importante aussi. Et je pense que les Jeux Olympiques seront une bonne étape pour préparer cette prochaine Coupe du Monde en 2023. Ça va être très excitant. On a de jeunes joueuses qui sont là. On a un groupe jeune. Oui, on a certains vétérans qui vont prendre leur retraite, mais il y a de quoi les remplacer un peu plus loin. Donc, il va falloir voir si le Canada va être capable de continuer et de faire cette transition comme il faut avec cette nouvelle génération de joueuses qui vont passer là. Donc voilà, Alex, j'aimerais te remercier d'avoir pris le temps aujourd'hui de parler de ce programme extrêmement chargé. Merci encore d'avoir été là, mon ami. Ça m'a fait plaisir de faire partie de cette édition de Culture Soccer CS à l'érable. Et je voulais juste ajouter qu'il ne faut pas oublier que la CONCACAF vont lancer leur édition de la Nations League, qui devrait commencer, l'édition devrait être là septembre ou novembre 2023, ouais. Et la finale devrait prendre fin en juin 2024. Donc, ça fait une compétition supplémentaire pour les femmes. Donc, plus de matchs qui comptent. Oui, c'est dans notre région qui n'est pas aussi forte après les États-Unis et le Canada, mais il y a quand même le Mexique qui prend beaucoup de galons. Donc, plein de bonnes choses qui s'en viennent pour notre équipe nationale féminine. Ouais, ça va être extrêmement intéressant. Donc, restez ici à nous écouter sur CSLRA parce qu'on va en parler du côté de l'équipe nationale féminine, mais aussi on va parler beaucoup de l'équipe nationale masculine. On n'oublie pas la CAN PL, beaucoup de sujets extrêmement excitants du côté de CSLRA à suivre ici et sur toutes vos applications de podcast favorites. Partagez notre contenu. Posez-nous des questions et bien évidemment, parlez de nous parce que c'est important que ce contenu soit partagé avec tout le monde. Sur ce, je vais vous dire, je vous souhaite à tous une très bonne continuation de votre journée ou de votre soirée et je vous souhaite à tous un très bon podcast ou pour le prochain podcast, une très bonne semaine, de très bonnes compétitions et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CSLR.